Je suis un amoureux de la saga Zelda. C'est ma licence de jeu vidéo préférée et pour briser la glace d'entrée de jeu, mon préféré c'est Zelda Twilight Princess. Voilà, au moins ça évitera le questionnement dessus. J'ai pas dit que c'était le meilleur, attention hein, juste que c'est mon préféré. Et comme beaucoup je pense, j'avais entendu les fameuses rumeurs concernant un remake de Ocarina of Time. J'étais très sceptique, mais après réflexion je me suis dit qu'il n'y avait pas tant de raisons de l'être. Et c'est bien lors du Nintendo Direct de ce 9 juin que ce fameux remake a été annoncé, confirmant donc les leaks. À travers cette vidéo, je veux partager mon avis quant à ce remake, mais je ne veux pas faire une vidéo à charge et c'est pour ça que j'exprimerai aussi mes attentes, mes envies et pourquoi ce remake est logique à mes yeux. Le but n'est pas de cracher sur le remake et on manque évidemment d'informations sur cette ressortie pour déjà supposer que ce sera bon ou mauvais. C'est pour ça que je précise que ce qui sera dit ne représente que mon point de vue sur la chose. Mais avant, parlons d'une chose, est-ce le premier ou le deuxième remake ? La question qui a échauffé les réseaux les jours qui ont suivi l'annonce. Enfin, surtout ce réseau de cons qui est X. Est-ce que Zelda Ocarina of Time 3D est un remake? Et la réponse vient de Nintendo eux-mêmes. Oui, c'est un remake, tout comme Zelda Majora's Mask 3DS. Alors, à l'arrière de la boîte, il parle de jeux remasterisés. Mais je pense qu'il y a certaines choses à prendre en compte. Dans la version 3DS est sortie, les remakes c'était pas aussi courant. Il y avait surtout des remasters, donc c'était pas ancré de la même manière qu'aujourd'hui. Mais Ocarina of Time 3D a bel et bien l'allure d'un remake. À titre personnel, je dirais surtout qu'il est dans un entre-deux. Un remake refait vraiment le jeu de zéro à la base, avec un nouveau code, un nouveau moteur, autant graphique que physique, de nouveaux assets et de nouveaux modèles 3D. Un remaster, lui, se contente généralement de juste lisser le jeu de base en ajoutant une meilleure résolution, un meilleur anti-aliasing et un framerate plus fluide, et le tout sans drastiquement changer le code, ce qui amène au fait que de nombreux bugs présents dans l'original sont dans le remaster. Si on veut regarder du côté de Zelda, on a 3 bons exemples. Wind Waker HD, qui reste le même jeu mais avec un éclairage plus moderne et quelques quality of life en plus comme la voile rapide, ou bien Twilight Princess HD, qui est surtout plus lisse et nette que l'original. Puis enfin Skyward Sword HD, qui reste le même jeu que sur Wii, mais pareil avec un lissage et une netteté améliorée et un gameplay au stick de possible. Et si on prend l'exemple de Link's Awakening Switch, ça c'est un remake. Alors je pense que j'ai pas besoin d'expliquer, passer d'un jeu 2D pixel à un jeu 3D en fait un remake. Mais on peut citer plein d'autres exemples. Sonic Generation est un remaster. Le jeu est sur tous les supports en HD 60 fps sans aliasing, alors que la trilogie Spyro et Crash, eux, sont bien des remakes. C'est les mêmes jeux dans leur level design et leur objectif, mais c'est refait de A à Z et c'est ça un remake. Certains disent qu'un remake doit réinventer le jeu, etc., etc. Mais sauf que non, tous les remakes ne doivent pas ressembler à la trilogie Final Fantasy VII. Et de ce fait, c'est difficile de considérer Ocarina of Time 3D comme un remaster, mais il en a aussi des aspects. Le code n'a pas été réécrit. Des glitches présents dans l'original sont aussi présents sur la version 3DS. Visuellement, il n'est pas un changement aussi radical que d'autres, mais en même temps, un petit peu quand même. Forcément, je vais pas comparer ça à un Spyro ou un Final Fantasy VII, mais mine de rien, je veux dire, je vous montre Link 64 et Link 3DS, les deux ils ont rien à voir. Celui de 3DS a beaucoup plus de polygones et beaucoup plus détaillé. Presque toutes les textures ont été refaites, et c'est même pas juste un lissage, non, c'est juste pas les mêmes textures sur beaucoup de cas en fait. Le temple de l'eau a été remanié, il est plus simple que sur la version d'origine, l'éclairage est complètement différent, et c'est ce qui fait que j'ai du mal à le considérer comme un remaster. Il n'en a pas l'allure totale. Mais ce qui répond à la question, c'est qu'il a été nommé officiellement comme étant un remake par notre grand Manitou Aonuma et le défunt Iwata au cours d'une interview. C'est écrit noir sur blanc. Et oui, je sais qu'on va me dire que sur la jaquette c'est écrit remasterisé, mais comme je l'ai dit à cette époque, les remakes et les remasters étaient beaucoup moins démocratisés. On n'était pas encore sûr des interpellations et les significations, et ils le précisent bien, c'est remasterisé en 3D. Ils veulent surtout souligner que le jeu a été adapté à la 3D de la console. Quoi qu'il en soit, entre croire une équipe marketing qui a mis un mot sur une jaquette et écouter l'ancien PDG de Nintendo et le producteur en chef de la saga, je pense que mon choix est vite fait. Si le jeu a une telle aura, c'est pour sa renommée légendaire. Jeu le mieux noté de Metacritic et surtout un jeu révolutionnaire pour son époque. Il a apporté de nombreuses choses comme la fameuse visée Z. En 98, le passage de la 2D à la 3D pose un problème majeur à toute l'industrie du jeu vidéo. Comment gérer la caméra pendant les combats sans que ça devienne un calvaire? C'est pour ça que beaucoup de jeux utilisaient des plans fixes, un peu comme Resident Evil, notamment pour éviter justement ces problèmes de caméra. C'est à ce moment-là que Nintendo révolutionne tout avec une mécanique devenue légendaire, la visée Z. D'une simple pression sur la gâchette Z de la manette Nintendo 64, Navy fonce sur la cible, des flèches jaunes vont apparaître pour verrouiller l'objectif et donc vous indiquer que vous êtes bloqué sur lui, et la caméra se place instantanément dans l'axe de Link. Cette innovation change radicalement la façon de jouer et libère totalement le gameplay. Grâce à ce verrouillage automatique, le joueur n'a plus besoin de se battre avec les angles de vue en plein affrontement. Link peut désormais tourner en cercle autour de son adversaire, exécuter des esquives latérales ou des saltos arrière, tout en restant constamment face au danger, le bouclier levé, ce qui permettait donc de vous protéger en plus de ça. Au-delà des combats
combat, ce système sert aussi à interagir précisément avec le décor ou à parler à des personnages à distance, ce qui renforce l'immersion dans le monde d'Hyrule. L'impact de cette mécanique est tel qu'elle a redéfini les standards de l'action-aventure en 3D. Du système de Lock-on de Dark Souls à celui de The Witcher, presque tous les jeux modernes utilisent encore aujourd'hui l'héritage direct de la visée Z. Et si j'ai pris le temps de faire cet aparté, c'est pour se rendre compte qu'aujourd'hui, juste cette mécanique qui paraît basique ne l'était pas à l'époque. Ce n'est évidemment pas la seule chose que ce jeu a apporté, mais ce qui est sûr, c'est que oui, le remake n'aura pas cette aura. Et attention, c'est pas du tout un défaut, mais que ce soit un remake identique comme Paper Mario et la porte millénaire sur un nouveau moteur, ou bien un remake qui revisite le jeu comme l'a fait Final Fantasy VII, il n'aura pas l'impact révolutionnaire qu'a eu le jeu d'origine. Pour autant, le jeu restera bien. Si le jeu de base est encore excellent aujourd'hui, il n'y a aucune raison que Nintendo en fasse un mauvais jeu, sauf s'il foire le remake et les changements qu'ils vont apporter. Mais bon, franchement, va vraiment falloir y aller. Le jeu de base a besoin de pas mal de quality of life, que ce soit par sa gestion de l'inventaire à sa navigation dans le monde. Prenons le temple de l'eau par exemple, au-delà de son level design archaïque qui a été amélioré dans le remake 3DS, il y avait un élément dans l'original qui rendait aussi pénible le fait de faire ce temple, c'était les bottes de plomb. Vu qu'elles pouvaient pas être équipées sur les boutons C, il fallait ouvrir l'inventaire, aller sur la page de statut de Link, sélectionner les bottes, revenir au jeu, faire ce que vous aviez à faire et parfois vous marchiez vraiment 30 secondes et refaire la même manip mais pour déséquiper les bottes. Et en termes d'ergonomie, c'était juste horrible, sachant qu'il y avait le même souci pour le temple de l'ombre et les bottes ailées. La version 3DS permettait justement de régler ce souci et on pouvait équiper les bottes depuis l'écran tactile. Et croyez-moi, ça change tout. Mais cette version rajoutait un autre élément de gameplay qui sera évidemment conservé dans la version Switch 2, et ça j'en suis sûr, c'est le gyroscope. La visée en première personne était parfois un peu relou sur 64, et c'est pas tant un souci du jeu, c'est plutôt que la visée à la manette, surtout pour les jeux d'époque, c'était pas aussi pratique et sophistiqué qu'aujourd'hui. Et l'ajout de ce gyroscope, comme on le voit dans Breath of the Wild par exemple, va clairement permettre une meilleure fluidité de gameplay, notamment si comme justement Breath of the Wild et TOTK, on peut viser tout en marchant. Et concrètement, il y a pas mal de choses à reprendre de ces jeux justement. Le gyroscope, mais aussi sa manière d'utiliser l'inventaire. Les boutons C n'existent plus. Une manette Nintendo 64 avait 6 boutons, une manette moderne en a 4. Contrairement à l'original, je pense qu'on pourra bouger la caméra librement, sinon ce serait bizarre. À moins qu'ils veuillent conserver jusqu'au bout l'expérience originale dans sa manière de faire, mais si à l'époque le jeu ne le permettait pas, c'était uniquement à cause de la manette. Vu qu'ils veulent moderniser le jeu, c'est impossible de ne pas permettre la gestation de la caméra. Et de ce fait, ça enlève la possibilité d'utiliser le stick droit comme gestion des objets. Et en même temps, c'est pas précis. Donc il reste quoi? Et bah la croix directionnelle. Mais ça s'arrête pas forcément là, car c'est basique en soi. Pour réellement améliorer l'ergonomie, il faudrait permettre, tout comme TOTK ou Breath of the Wild, d'accéder à des éléments de son inventaire directement en maintenant un des côtés de la croix. À moins qu'il rajoute des épées et des boucliers, il n'y a pas besoin d'avoir une touche dédiée à ça, contrairement au jeu Switch, ce qui permettrait en temps réel, sans ouvrir tout l'inventaire, de changer d'objet sur toutes les directions de la croix. Sachant qu'on a désormais 4 gâchettes arrière, celle de gauche à l'avant pourrait servir d'équipement pour les bottes par exemple. Ce que je dis, ce ne sont que des suppositions et des propositions en se basant sur ce qu'ont fait les derniers jeux, mais en termes d'ergonomie, je ne vois pas quoi améliorer d'autre. Au niveau du world design, j'imagine le jeu devenir un open world sans chargement. Mais attention, pas un open world à la Breath of the Wild où on fait ce qu'on veut dans l'ordre qu'on veut, mais plutôt déjà de virer les temps de chargement et qu'en allant de la forêt coquillée à la plaine d'Hyrule ou l'inverse, on traverse une vraie forêt, qu'on ait des zones de transition dans lesquelles se mouvoir en adéquation avec l'environnement et donc sans temps de chargement. Maintenant, je dois avouer que j'ai des craintes, notamment sur la septisation probable que le jeu va subir. J'entends par là que des zones comme le puits du village Cocorico par exemple, ou le temple de l'ombre vont être modifiées pour paraître moins violentes comme la version 3DS l'a fait. Et sachant que le jeu se veut beaucoup plus réaliste justement que la version 3DS N64, ça renforce plutôt bien ma théorie. Si on prend en exemple le puits du village Cocorico, il y a des tas de squelettes qui traînent sur le sol et qui sont même sur des murs et des sols d'une pièce. Il y a aussi des outils de torture et du sang. L'état squelettique à la limite, si on conserve l'idée 3DS de mettre des os avec de la poussière, je me dis c'est très bien. Le truc que je ne les vois pas enlever, c'est les outils de torture. Même si déjà de base il y en a réellement qu'un seul, la croix, c'était surtout le sang qu'on trouvait juste en dessous qui montrait la violence des lieux. Sang qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur des murs. Il y a eu des actions tellement violentes que la quantité de sang a séché, ce qui laisse du coup des traces. Et ça pour moi ça ne sera pas gardé tout simplement car sur 3DS c'était déjà le cas. Tout le sang présent dans le puits avait purement et simplement disparu. L'ambiance restait réussie, bien que plus lumineuse que l'original, mais ça c'est parce que l'éclairage entier de cette version était plus éclairé que la version N64. Mais je ne vois pas dans quel monde Nintendo garde tels éléments, sachant que le jeu se veut, comme je l'ai dit, dans une DA et des textures beaucoup plus réalistes, et ça m'emmerde. Oui, ça va paraître anecdotique pour certains, mais pour moi qui ne supporte pas la septisation, bah ça me fait chier. D'autant plus que je l'ai dit, mais ce sont ces traces de sang qui montrent réellement la violence qu'il y a eu dans le passé. Je reste très curieux de l'ambiance visuelle qu'ils vont donner au puits et au temple de l'ombre, car selon comment ils gèrent l'éclairage et les textures, ça peut être
très bien, mais il y aura, j'en suis sûr, toujours ce truc en moins, signe d'un Nintendo qui ne veut plus prendre de risques. Et comme j'ai dit, les outils de torture seront probablement le seul truc qui restera inchangé. S'ils ont gardé justement la place de pendaison dans le remake de Paper Mario et la porte millénaire, sachant que c'est un jeu quand même qui se veut techniquement plus enfantin et qui va attirer un plus jeune public que Zelda, bon, au moins on va dire qu'on va conserver ça. Mais en réalité, la sceptisation globale du jeu est la seule chose qui me fait réellement peur. Ils ne vont pas drastiquement changer le jeu, et si son game design fonctionne toujours autant aujourd'hui, alors ils ne peuvent pas l'empirer. Ils peuvent l'améliorer en rajoutant notamment des éléments de quality of life, mais aussi du secondaire, et rendre la plaine moins vide. Le jeu a des quêtes secondaires, mais typiquement par rapport à son aîné Majora's Mask, c'est pas aussi poussé. C'est pas un défaut, attention, encore une fois, forcément la suite doit faire mieux, et surtout que l'avantage de Majora's Mask a été de jouer sur 3 jours et de pouvoir utiliser cette mécanique pour des quêtes secondaires. Mais du coup ils ont la possibilité d'apporter une réelle plus-value, car on va être franc, mais si on nommait la quête de l'épée Bigoron, et bah y a rien de marquant. J'aimerais aussi que la citadelle d'Hyrule soit plus vaste, avec plus de ruelles et potentiellement plus de mini-jeux. Il y a moyen de faire quelque chose, mais surtout j'aimerais que des éléments supprimés du jeu de base soient implémentés dans le jeu. Initialement il devait avoir un temple de la lumière, et c'est là où on aurait obtenu le médaillon de la lumière. Je me dis qu'ils peuvent le faire. Non seulement ça serait cool, hein, mais en plus de ça, ça justifierait le remake et des ajouts supplémentaires. Pareil pour la caverne de glace. Elle était là pour remplacer le temple de glace qu'il devait y avoir initialement, et même si j'aime bien la caverne, j'aimerais que ce temple soit finalement implanté à la place de ce qu'on a eu. Le lore peut aussi être étoffé, j'aimerais qu'on nous parle plus de la guerre entre les Iliens et les Sheikah par exemple, et imaginons il prévoit un remake de Majora's Mask, pourquoi ne pas implémenter un lien entre les deux jeux avec par exemple le vendeur de masques? Ce que je dis n'est qu'une envie de fan, je le sais bien, c'est aussi le but de cette vidéo, partager ce que je veux et ne veux pas voir dans ce remake. J'arrive quand même à être confiant sur ce remake malgré un Nintendo qui me fait peur. Je n'ai pas été convaincu des dernières propositions car je n'aime pas la philosophie que Nintendo emprunte pour certaines licences. Voir Mario et Donkey Kong passer de platformers entre guillemets exigeants en 2D et 3D à des platformers d'une facilité déconcertante basée sur la collectionnite aiguë, et bah c'est mauvais je trouve. Sans parler du forum Metroid Prime 4 qui est une véritable catastrophe, mais qui a malheureusement souffert de son développement, je le sais bien, mais je ne vais pas développer ma pensée sur ces jeux ici. En revanche, il y a justement deux choses qui font que j'ai malgré tout confiance pour ce jeu. Le remake de Paper Mario est fidèle à la qualité du jeu de base, même si je n'ai pas aimé mon expérience dessus, je n'enlève pas la qualité du remake. Et surtout, et bah Star Fox en fait. C'est un remake qui se contente de faire comme Paper Mario, refaire l'exact même jeu mais sur un nouveau moteur. Car bah ils ont pas besoin de changer fondamentalement de jeu parce que le jeu est encore très bien aujourd'hui. Le gros rajout du mode histoire de Star Fox c'est ses cinématiques et elles sont parfaitement réussies. Si Nintendo garde la même direction avec Ocarina of Time, qu'ils améliorent l'ergonomie comme je l'ai présenté et qu'ils y rajoutent seulement des choses secondaires intéressantes, ça ne peut être que bien. Sachant qu'en plus de ça, les cinématiques auront des meilleures mises en scène, etc. etc. En revanche, s'ils en font un open world dans lequel on peut faire ce qu'on veut comme Breath of the Wild, là ça sera un échec. Mais je ne vois aucun monde où il prendrait une telle direction, et si je le précise, c'est parce que j'ai vu des inquiétudes à ce sujet. Justement, Zelda, ça a toujours été la licence chouchou de Nintendo qui se devait de répondre à un critère de qualité exigeant. Je ne dis pas que ça a toujours été tout rose, la licence aussi a eu ses ratés, mais jamais du côté des jeux principaux. C'est au maximum du côté des spin-offs comme Triforce Heroes, mais Nintendo sait à quel point Ocarina of Time est important pour le monde du jeu vidéo, et je doute fortement qu'ils le rendent plus mauvais que l'original. C'est un remake important qui va permettre d'introduire les fans qui sont arrivés avec Breath of the Wild aux jeux sortis auparavant. D'une certaine manière, Skyward Sword HD s'inscrivait déjà dans cette lignée, mais ce n'était qu'un remaster. En faisant un remake et en exploitant la puissance de la Switch 2, Nintendo peut non seulement remettre au goût du jour l'un des monuments du jeu vidéo les plus légendaires de tous les temps, mais en plus en faire un jeu à direction artistique réaliste, chose qui était déjà l'envie à l'époque, preuve étant que ça a gueulé quand Wind Waker a été annoncé car tout le monde voulait un nouveau Zelda encore plus réaliste. La puissance de la Switch 2, c'est exactement ce qu'il fallait pour faire un remake d'Ocarina of Time. J'aime Ocarina of Time, c'est l'un de mes jeux préférés et je veux que les nouveaux joueurs le découvrent sous son meilleur jour. J'espère sincèrement que le remake sera à la hauteur. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce remake en commentaire et je vous dis à la prochaine.